Ouais. Alors je m'appelle Christian, j'ai 35 ans, je suis artiste, du moins les autres le disent. Je travaille au pochoir en fait, je suis peintre, je peins des portraits dans la rue, le plus souvent sans autorisation. Hélas, le plus souvent, désormais, enfin de plus en plus, j'y suis autorisé. Ce qui quelque part me coupe mon envie. Je réalise des peintures au portrait dans les rues, partout où je passe, parce que je fais du graffiti, donc je laisse des traces derrière moi. En général, je ne me déplace pas pour peindre à tel endroit, c'est parce que j'y suis passé que j'y laisse une peinture. Aller peindre dans un endroit défini, c'est déjà avoir une démarche de publicité. Ça m'est arrivé de penser en termes de publicité, mais le plus souvent, je suis plutôt à déambuler et à croiser un emplacement qui correspond à l'idée que je me faisais de l'emplacement, en tout cas dans lequel je devais peindre un pochoir que j'aurais déjà préparé. Parce que le temps de préparation de mes pochoirs est très long. Maintenant ça prend jusqu'à 5 jours pour un nouveau pochoir. Donc voilà, c'est pas parce que j'aurai plus de travail ou que j'aurai plus de crédit ou que je travaillerai davantage avec les galeries qu'on me verrait moins dans la rue, mais c'est parce que mon travail se complexifie. Donc je peux pas sortir un nouveau visuel chaque jour quand il me faut minimum 5 jours à le préparer, et lorsqu'il est plus grand qu'une feuille A3, 2 semaines. Donc voilà. Je pense que principalement c'est des influences qui sont issues de la peinture classique et de l'académisme. Déjà petit en fait, ça c'est parce que je pense que j'étais un fils de beauf, donc l'abstrait, tout ça. Le conceptuel quand j'étais petit, dans ma famille ça n'intéressait personne. Et j'avais pas la sensibilité aux choses trop abstraites. Donc j'ai toujours aimé la figuration, l'évidence de l'artisanat d'un peintre, ça me semble important, même si l'idée c'est important, le style aussi, mais que le type sache peindre. Et quand j'ai eu 15 ans et que j'ai commencé un peu à faire du graffiti, j'ai suivi les autres. À 15 ans, on passe son temps à suivre les autres. Mais en réalité, à la fin de l'été, ça a duré un été, à la fin de l'été, j'ai pas bien compris pourquoi il fallait que j'aie un nom d'emprunt, pourquoi il fallait que je l'écrive partout dans la ville, et puis surtout de cette manière-là. Déjà qu'à ce moment-là, j'étais parti du coup, même au niveau des fringues, à me transformer un peu, je ressemblais un peu à un Zoulou, 15 ans, hein, 89. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça me ressemblait pas, moi enfin, je le dis avec dérision, je suis un petit gitan, j'écoute du swing, la variété française, c'était pas fait pour moi. Donc j'ai laissé tomber, mais j'ai laissé tomber rapidement la rue. J'ai gardé toujours cette sympathie pour la rue, beaucoup d'attention à regarder tout ce qui était écrit. Chaque été, dans ma ville en tout cas, j'écrivais des conneries à la bombe aussi. Mais c'était plus déjà du tag, c'était déjà des messages à des potes. Voilà. Et quand j'ai su peindre de la manière dont je voulais, ou quand j'ai eu la vision claire de ce que je voulais peindre, pour moi ça a été l'évidence que ça devait se passer dans la rue. Parce que je trouvais que la rue permettait, enfin m'offrait un substrat en fait pour y planter des choses, enfin faire germer des choses poétiques. Et qu'il était plus simple, ou pour moi plus évident d'intervenir et de transformer une situation réelle donnée, un contexte, plutôt que de transformer une toile blanche en quelque chose qui est de convenu, qu'on appelle une toile. Ça c'était quelque chose qui m'ennuyait et qui m'effrayait un peu plus. Peut-être que c'est une déficience de ma part, je pense avoir de l'imagination, mais pas une imagination qui procède ex nihilo. Enfin, je pense que personne, certainement, hein, toutes les peintures sont issues d'un process, mais un mur blanc, même un mur blanc dans la rue, ça m'inspire pas. Dès que je suis devant, je bon. Alors que lorsque j'ai quelque chose à détourner, à utiliser, même si c'est ma planche à découper, hein, ce qu'elle est, elle est presque neuve. Hein. Ben, plus je vais y voir d'accidents, plus il va y avoir l'intervention dessus,
et plus finalement je vais voir naître le départ d'une composition avec laquelle je vais interagir. Et c'est comme ça dans la rue. Je passe devant quelque chose, je remarque un emplacement qui correspond à la taille de mon pochoir, avec une perspective qui correspond à ce que j'attendais d'une belle photo de rue, la texture, les couleurs, les additions, les ajouts, les tags derrière. Voilà, et je vais commencer à visualiser. C'est plus de la visualisation que de l'imagination finalement. Visualiser ce que je vais peindre. Comment, et même comment je vais le photographier, le cadrer ensuite. Je peux même visualiser les 2-3 retouches de contraste que je vais faire qui font que ça sortira. Je visualise. Je peux même visualiser si je regarde une scène ou quelqu'un, si je te vois là, je te vois en pochoir. Je te vois dans un de mes pochoirs. Je peux te voir de plusieurs couleurs, je peux t'imaginer sur plusieurs supports. Je peux imaginer la rouille qui te passe dedans. Donc, ou quelqu'un qui va t'écrire sur le front, ou qui va te crever un œil. Je peux tout voir. Mais c'est pas une imagination, c'est-à-dire que si je ferme les yeux, tu me dis à quoi ressemblent les extraterrestres, j'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. C'est une affaire de perception, c'est sûrement une dégradation. Ce que je fais, ça peut être une dégradation. Si j'interviens sur une église du XVe siècle ou sur une toile de Delacroix, évidemment que c'est une dégradation. Quand j'interviens sur un support négligé dont personne n'a eu soin depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec des tags, des traces d'affiches de 2 ans, 3 ans auparavant, il n'y a pas d'entretien et que j'interviens là, à cet endroit-là, je dégrade rien. Dégrader, c'est faire baisser la valeur. J'ai été interpellé cette année à Barcelone pour peindre sur des boîtes électriques, puis parce que j'avais peint 2 fois la même semaine dans le même secteur, et j'ai été arrêté 2 fois par la même équipe de policiers. Donc j'ai été jugé, et le juge en fait a dit que c'était pas du vandalisme ce que je faisais, parce que ce que je peins a plus de valeur que l'objet sur lequel j'avais peint. Je peignais sur une boîte électrique et aujourd'hui mon travail il vaut officiellement, voilà, la cote de mon travail est plus élevée que la valeur d'une boîte électrique. Et selon la loi, le vandalisme c'est déprécié. Et selon ce juge, je ne suis pas un vandale. Et j'ai été invité à revenir à Barcelone pour y peindre. Enfin, de manière un peu générique, tu vois, mais le juge a conclu en disant que j'étais le bienvenu. Donc le vandalisme, moi je comprends, hein, tu peux être un artiste du vandalisme. Je suis un assez bon pote avec O'Clock, que je respecte énormément, et qui a une vision claire justement. Ce que j'aime pas en fait, c'est les vandales qui fantasment d'être des artistes ou les artistes qui fantasment d'être des vandales. Ça me gêne. Ça me gêne quand les types ont une démarche artistique claire, structurée, une théorie, qui se dirigent vers le marché, qui essaient de faire joli, mais qui prennent l'attitude du vandale. On cache son identité, on joue les durs, le graffiti c'est ça, c'est pas ça. Ça me gêne. Et ça me gêne aussi quand les vandales, finalement, dont je comprends très bien le message, l'énergie, la colère, il y a un moment, ils se laissent tenter, griser, je suis un peu connu, peut-être que je pourrais faire une toile. Eh non, je ne devrais pas. Non, c'est deux choses différentes. Tu peux être un très grand vandale et je peux te respecter immensément dans la ville pour tous les volets de roulant que tu as recouverts, tous les tags que tu as posés. Et puis que je te vois faire une toile et je me dis mais c'est minable. Ça me gêne. Il est arrivé néanmoins, enfin en France en tout cas je connais quand même plusieurs exemples, des gens qui viennent du vandalisme et qui ont pu devenir des artistes. Les passerelles sont pas impossibles. Peu d'artistes sont devenus des vandales, ou alors en tout cas c'est des gens qui pensaient être des artistes et qui faisaient de l'art de mauvaise qualité et qui ont plutôt vandalisé les choses qu'autre chose. Mais c'est des passerelles, c'est des passerelles qui sont possibles, mais qui n'arrivent pas souvent. À titre personnel, je me suis jamais senti un artiste en tout cas. J'avais envie d'exprimer quelque chose, le faire, et puis de me faire plaisir à la base, il y a longtemps. Je sais pas quand ça a commencé exactement, mais c'était ça. J'étais content de le faire, j'étais fier de moi. Les autres ont dit que c'était de l'art, donc petit à petit je l'ai accepté. En fait, tu n'es pas artiste par toi-même, c'est les autres qui le disent, ton public, etc. Et la reconnaissance des pairs, c'est quand même important. Et je pense que pour ce qui me concerne, ce serait vraiment de la fausse modestie que
que de dire, oh, je sais. Enfin, maintenant, je peux plus me dire que je suis pas un artiste, puisque, je sais pas, je prépare un nouveau livre, c'est à la préface, c'est Aubet qui l'écrit. C'est difficile. Enfin, voilà, il y a un moment où tu es obligé d'accepter ta situation. Je travaille, pour ce qui est de la réalisation des pochoirs, je travaille à la main, il n'y a aucune étape qui fasse entrer en jeu l'ordinateur. Je travaille à partir d'un dessin que je réalise directement dans la photo. Et puis ensuite je construis comme un peintre classique, ombre, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, jusqu'à monter mes volumes. Et à l'intérieur des niveaux, évidemment, je peux moduler les couleurs, les degrés de lumière. Entre les niveaux, je peux faire des glacis, je suis un peintre. C'est-à-dire que je pense que, mis à part que l'utilisation du pochoir et de l'aérosol, un type au 19e aurait pu t'expliquer la même chose, qui montre son image avec un fond, puis avec des masses, puis avec des ombres, des détails, puis des rayons de lumière. Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Paradoxalement, je pense que ce serait la Vierge de l'église Saint-Germain, en fait, que j'ai réalisée en 2009, au printemps 2009, parce que c'est une église du XIIe siècle. La porte elle-même est une porte du XIXe siècle, sur laquelle j'ai peint. Et c'est après une rencontre avec le prêtre qu'est né ce projet, c'est un projet. Et il a fallu requérir l'autorisation de pas mal de personnes parce que c'est un monument classé. Et la direction des monuments historiques, en fait, a dit oui. Donc, pour ce détail, tu vois, le fait de pouvoir s'agréger de manière claire et légale et positive, en tout cas, à l'histoire d'un bâtiment historique qui soit porteur d'une telle histoire, pour moi ça signifie beaucoup. Puis évidemment la thématique des vierges, enfin je viens d'en faire une, c'est quelque chose qui me touche aussi, pour pouvoir vraiment l'expliquer. Je suis arrivé à Vitry pour suivre ma fille, en fait. La mère de ma fille a déménagé à Ivry en fin 2008, et donc j'étais sur Paris, je suis arrivé ici donc par accident. Mais j'y ai découvert que la voirie était... Enfin, en tout cas, la municipalité avait peu de moyens pour entretenir la voirie. Et puis que les populations, elles étaient certainement réceptives au graffiti. Donc j'ai commencé à peindre. Puis j'ai été contacté par la mairie elle-même, qui m'a introduit auprès des offices de logements sociaux. Et tous ensemble, ils m'ont encouragé à continuer et ils ont fourni des autorisations pour des tas de murs. Donc ils m'ont donné la liste. Depuis, j'ai fait passer pas mal d'artistes, en tout cas des artistes étrangers, parce que ça constitue une sorte de réserve de fresques. Parce qu'il y a peu de passages de taggeurs parisiens, il y a peu de passages ici, donc les œuvres et puis les jeunes ici respectent beaucoup ce qui est fait. Ce qui est bien qu'on peut, quand on peint un mur à Vitry, il reste plusieurs années, et c'est tout l'intérêt. Personne ne recouvre personne, j'essaie de répartir un petit peu les murs quand j'ai une demande. Je suis très ouvert, j'ai pas besoin de connaître les gens, il suffit qu'on me contacte, bouche à oreille, tiens, est-ce que je peux venir faire un mur? Si je suis présent, je me rends disponible et en général, je trouve un mur. Voilà, et si je suis absent, j'ai même une amie qui le fait. Et Vitry, pour ça, c'est quand même unique parce que c'est une des rares villes dans le monde qui soit vraiment tolérante. Non pas à l'endroit du graffiti, c'est pas le vandalisme, mais en tout cas du street art, un artiste qui s'installe ici pour faire un mur. Les gens l'accueillent, il reçoit un accueil vraiment chaleureux. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de tolérance à l'endroit du street art pour ce qui est du 13e arrondissement. Parce qu'il y a une immense différence entre ce qui est en train de se passer dans le 13e arrondissement avec Jérôme Coumel, maire du 13e. Très intéressant à interviewer d'ailleurs. Et ce qui se passe ici, c'est que ici, on est en complet freestyle. Il y a eu la municipalité qui a fourni des supports et qui a dit advienne ce qui advienne, c'est vous qui gérez. Dans le 13e, il n'y a rien qui naisse, du moins qui survive, à l'entretien ordinaire d'une mairie parisienne, quoi, qui ne soit pas un travail de commande de la mairie.
n'intervient pas qui veut dans le 13e. Il faut y avoir été expressément invité, et il y a toute une logistique autorisée, etc. Alors qu'à Vitry, ça reste quand même de la libre expression et il y a très très peu de contrôle de la part de la mairie sur les espaces qu'elle a fournis. Donc voilà, ça fait une grosse différence. Dans le 13e, le maire, Jérôme Coumet, en fait, déjà c'est un grand amateur et collectionneur lui-même, avec beaucoup de sincérité. Et c'est quand même un arrondissement qui est en grande transformation, c'est vraiment l'arrondissement qui évolue le plus vite aujourd'hui dans Paris, et qui est tout neuf. Parce que il y a eu un grand défrichage, puis une reconstruction de cet arrondissement depuis 10-15 ans. Et il voulait y apporter à la fois une touche d'humanité dans un bâti qui est qui est un peu moderne quand même, enfin un peu épuré, un peu d'humanité, d'émotion, et puis de l'art à apporter des gens qui vivent ici à peu de frais, parce que on ne peut pas comparer le coût d'une fresque par un street artiste avec l'achat d'une sculpture lumineuse de tel artiste contemporain. Je veux dire, c'est entre l'art contemporain ou la sculpture ou les bronzes, etc. et une fresque, il y a quand même c'est pas les mêmes coûts. Donc d'un autre côté, c'est pas non plus la même durée, parce que même une fresque en plein air, c'est 20-30 ans. Même la plus grande, hein, si elle fait 40 mètres de haut, au bout de 20 ans, elle est complètement lessivée. T'as qu'à regarder les pubs du Bonnet, etc. C'était de la grosse acrylique énorme, super plate, avec des énormes contrastes. Et 60, 70, 80 ans, il en reste vraiment quelques traces qu'on regarde, qu'on voit plus. La peinture, c'est fragile. Et à partir du moment où on peint dans la rue, il n'y a pas de permanence. C'est impossible. Tu peux croire que ça va durer, ça ne dure pas. C'est pas possible. La rue, c'est l'altération. L'expression la plus débile que j'ai entendue en fait ces 5 dernières années sur ce qu'ils appellent le street art, c'est musée à ciel ouvert. J'ai jamais entendu un truc aussi con. Ça me fait penser à, je sais pas, un bateau à fond percé ou... Non mais, c'est-à-dire que le musée, c'est fait pour conserver. Il y a un toit, 4 murs. Tu vois, t'as qu'à demander au Louvre s'ils sont contents de la transformation de l'Ordre de la Croix, tu vois. C'est fait pour conserver les choses dans l'état. Il n'y a rien qui bouge. C'est la permanence. S'il faut, on met sous verre. S'il faut, on retire on fait du vide. C'est le musée. C'est le principe du musée. Un toit, 4 murs, conservation. La rue, c'est tout le contraire. C'est l'altération. À partir du moment où tu interviens dehors, ça va évoluer. T'en seras plus le père. T'en seras plus l'auteur. C'est pas possible. C'est la rue qui va se l'approprier. Parce que ça va se détériorer, parce que ta peinture, elle va s'amenuiser, disparaître, elle va recevoir des marques, il y a un tel autocollant qui va déborder dessus, un autre qui va le retirer quand on enlèvera un morceau, un autre qui va dégrader ici, un autre qui va faire une croix gammée sur le front, comme à côté. Tel autre couleur d'affiche qui va recouvrir l'ensemble, un autre qui voudra prendre la photo, qui va décoller, il en restera des traces. Et à la fin, eh ben, ce que tu vois au final, c'en est plus l'auteur. Plus du tout. Ce qui m'amène à dire aussi que s'il y a une autre expression qui me fait vraiment rigoler à côté de musée à ciel ouvert, c'est street artiste. Au mieux, un street artiste, ça serait un type qui évolue, qui sait nager à contre-courant dans le flux de la rue, quoi. Mais parce que c'est la rue qui fait le travail. Il y a quand même, toi, t'interviens, mais les seules photos de mon travail, pourquoi je prends systématiquement une photo et je publie ma photo, et en général, même dans les parutions, je publie mes photos parce que c'est quasi les seules photos dans lesquelles mon boulot il n'est pas altéré. Les jours passent, les semaines passent, et puis rapidement, ce que les gens prennent en photo, c'est du street art, ça oui. Mais c'est pas bon, c'est pas ma peinture. Une fois que ça a été changé, transformé, pourquoi je reconnaîtrais encore la paternité? Je trouve que c'est trop facile pour les gens qui se prétendent street artistes de prendre des photos de leur travail un an après et de voir ce que ça a donné. Là, je suis un artiste de rue. C'est la rue l'artiste là. Enfin moi je sais pas, ça fait partie de mon raisonnement, quoi. Je contrôle ce que je peins en atelier pour les collections. D'ailleurs c'est une grande angoisse et c'est pas un grand plaisir, hein, parce que j'aime l'altération de mon travail. Mais dans la rue, j'ai bien l'impression et la sensation heureuse de participer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Tu sais, que ce soit Facebook, Instagram ou Flickr, ça fait 8 ans que je travaille beaucoup en ligne.
Parce que je considère que les nouvelles Agora, c'est la nouvelle Agora Internet. Voilà. J'ai connu Photolog, MySpace, des photologues. Je connais même pas. C'était avant MySpace, ça a été le premier grand site communautaire, c'est brésilien, de partage de photos, qui a fonctionné. Tous les artistes urbains sont passés par là en 2003, 2004, 2005. Et ça fait partie de la chose. C'est un peu la part de partage mais aussi de conservation, parce que finalement là on partage une photo qui elle n'évolue pas mais qui va permettre de l'interaction qui est de l'ordre de l'art contemporain. C'est-à-dire que s'il s'agissait seulement d'intervenir dans la rue, ce serait pas tant contemporain que ça, mais le fait qu'on fasse une installation dans la rue, qu'on la prenne en photo, un peu de multimédia, vidéo parfois, ou un slide, ou je ne sais quoi, enfin quelque chose, une restitution finalement multimédia, qu'on l'intègre dans un réseau de cadres et de choses qu'on appelle Internet, qui est un cadre dynamique avec lequel les autres pourront interagir, laisser des commentaires, partager en laissant un titre nouveau ou un commentaire sur la photo. C'est ce qui permet de transformer une peinture ou du graffiti en art contemporain. Donc le fait que j'ai une communauté aujourd'hui sur Facebook de 100 000 personnes, c'est sûr que c'est plutôt agréable et c'est surtout confortable. Mais au final, moi, tu sais, ça ne change pas mon quotidien. Ok. Voilà quoi. Je vis toujours de la même manière, il pourrait y en avoir 1 million demain, ça me serait juste plus confortable pour ce qui est de la diffusion de mon travail et de sa réception, mais en soi, ça ne change pas mon quotidien. Je pense que c'est un gros succès. Après, c'est un prisme. Généralement, les retours que tu as, c'est des retours positifs. Et que les gens qui n'ont pas aimé ce que j'ai fait, ils sont pas, en général, ils m'ont pas envoyé un mail pour me dire j'ai aimé toute l'expo sauf la merde que tu as posée dans ton coin, tu vois. Et l'inverse, ceux qui ont préféré ce que j'ai fait, ils se manifestent à moi. Et donc voilà, moi j'en ai que des retours positifs. Je sais qu'il y a entre 1000 et 2000 visiteurs par jour. On sera largement au-dessus des 120 000 à la fin de l'expo. Dans l'ensemble, les critiques que j'ai entendues sur l'expo les plus redondantes, c'est pas assez de contenu ou pas assez grande. Et ben, j'ai envie de répondre à ça. Déjà, c'est un musée qui a fait l'expo avec peu de moyens, qui l'a monté en 6 mois et qui a fait un excellent travail pédagogique. Pour les gens qui connaîtraient peu ou mal le street art, c'est une excellente première entrée sur ce qu'est le street art et ses grands jalons et son histoire et ses grandes figures et ses grands courants. Le succès de cette expo au musée de la Poste, je l'espère, emmènera à davantage de considération des institutions culturelles françaises pour investir davantage dans cet art qu'ils considèrent encore comme extrêmement vulgaire alors que c'est juste populaire, qu'est l'art urbain, quoi. Graffiti et street art, et plus tard il y aura donc plus de moyens dans d'autres musées pour faire des expos plus grosses, pour inviter davantage d'artistes à avoir davantage d'œuvres. C'est la première fois en France qu'un musée fait une expo sur le sujet. Il faut se féliciter de ça et se dire que c'est une porte ouverte vers d'autres choses ensuite. Mais en l'occurrence, c'est pas Beaubourg, c'est pas le musée d'art moderne, c'est un petit musée, une entreprise nationale qui s'appelle La Poste, qui fait l'objet de vandalisme quotidien régulier sur toutes ces boîtes postales, de tout le parc français, et qui a eu la cocasse initiative de faire une expo sur le sujet, et même d'entrer une boîte postale peinte dans leur collection. Donc moi j'en suis très heureux, j'en suis très fier. C'est pas l'expo idéale, mais je pense au final que ça doit se passer comme ça, quoi. D'abord cette expo-là, et puis une reconnaissance grand public, puis une forme de reprise par des institutions qui ont davantage de moyens que le musée de la Poste. Je félicite en tout cas le musée de la Poste et toute son équipe. Chaque fois je les vois pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé.